Madame, monsieur, bonjour. L'Afterlap, épisode 104, le podcast du sport auto spécial Grand Prix de Turquie. 16e manche du championnat du monde de Formule 1 2021. Laurent-Frédéric Bollet, votre serviteur. À mes côtés, en audio et en vidéo sur la chaîne YouTube l'Afterlap. Tristan Gomandi, bien sûr, notre expert F1. Salut Tristan. Salut à toi. On se retrouve une nouvelle fois après un Grand Prix. Tristan, pour bien débriefer ce qu'on a vu. Avec, alors là, j'ai envie de dire, un bilan un peu paradoxal a priori. On va commencer comme ça. Tout était réuni pour soit un Grand Prix fabuleux. Avec une pénalité pour Hamilton, donc il part 11e, on sait qu'on va avoir droit à une remontée, un suspense. Il pleut, ou en tout cas une sorte de crachin qui fait que ça va pimenter la course. Donc tout est réuni, et puis j'ai envie de dire qu'il s'est passé pas grand-chose. Est-ce que tu as eu le même sentiment ? Ouais. Alors après, il y a quelques pilotes qui ont fait des belles remontées, il y a eu 2-3 événements, mais finalement c'est vrai que la hiérarchie et les niveaux de performance des uns et des autres étaient quand même relativement, à part Sainz, qu'on a envie de dire, oui, ça a vraiment été le pilote qui a vraiment fait une très très belle course, remontée, pas d'erreur, vraiment très belle prestation. Après c'est vrai que les autres, quand même Lewis s'est bien remonté. Il a commencé à buter et je dirais que le caillou dans la chaussure a été Tsunoda, avec lequel il a perdu énormément de temps. Et après Pérez a pu résister aussi. Et après Pérez a fait le job. C'est vrai que la dégradation, ce qui a joué un point très important, c'est la dégradation des intermédiaires et puis le choix des uns et des autres sur le renouvellement. À quel moment finalement renouveler les inters? Ou même si on regarde Vettel qui a tenté les slicks, mais alors même dans les slicks il a mis les jaunes là où on se dit quand même c'est étonnant. Alors est-ce qu'il en avait plus de disponibles? On n'a pas la réponse, mais enfin c'était très très étonnant quand je l'ai vu repartir avec les gommes non pas intermédiaires mais les médiums sur le mouillé gras. J'avoue que j'ai pas compris. Déjà que c'était un choix osé. Voilà. Alors, tout le monde était content qu'il y en ait un qui le fasse. Alors, oui, d'accord, voilà, sûr, on savait. Bien sûr. Tout comme quand Ricciardo a été le premier à prendre la décision de s'arrêter. Donc ça a été des points où je pense que l'ensemble du paddock était très intéressé à voir ce que ça pouvait donner. Vettel, définitivement, ça a été un échec. La question était réglée. C'était juste inconduisible. Après, c'est vrai que tous les ingrédients étaient réunis pour avoir quelque chose d'un peu spectaculaire. Ça ne l'a pas véritablement été. Oui. Ce Grand Prix a accouché, pour reprendre l'expression, un peu la montagne a accouché d'une souris. Jusqu'à 10 tours de la fin, en fait, tout était en place par rapport à ce qui devait être fait. C'est-à-dire, Bottas devait gagner pour Mercedes. Il était en train de gagner. Verstappen devait faire le meilleur résultat possible. Il était en train de terminer deuxième, sans espérer mieux, mais en capitalisant. Et Hamilton devait remonter et il se dirigeait vers le podium. Mais c'est vrai, Tristan, et ça c'est le gros point de discussion de ce Grand Prix, est-ce qu'il y a eu un micmac chez Mercedes? En tout cas, on a a priori mal géré la situation. Donc je te la rappelle, est-ce qu'on doit arrêter Lewis Hamilton? On lui demande de s'arrêter, lui il dit non dans un premier temps. Tu comprends ça qu'un pilote dise non? Bien sûr. Comme Leclerc qui à un moment donné s'est posé clairement la question se posait. En fait, c'est très très compliqué. Il y a quand même des paramètres que même eux, professionnels, ou même avec tous les essais qu'on peut faire du monde, il y a des moments très importants dans l'usure du pneumatique. Et là, il y a un moment de rupture. C'est-à-dire que on voit que les intermédiaires ont ce moment de graining sur une piste simplement grasse. Donc ça prend du mouvement, et ça c'est un truc que les pilotes connaissent bien. Lorsqu'on commence à rouler avec des pneus pluie ou des pneus intermédiaires, quand ça commence à sécher, ça commence à prendre du mouvement, et en surface la gomme commence à surchauffer. Et là, c'est là où ils ont ce moment dans les 4 premiers tours, parce que c'est là où il y a le plus de gomme sur le pneumatique, et ça commence à prendre du graining. Et là, pendant 3-4 tours, il faut l'user la gomme. Il n'y a pas d'autre solution que de l'user et de nettoyer le pneu. Et du graining, c'est quoi? C'est tout simplement de la gomme qui vient se détruire et qui vient faire des amas de gomme sur le pneumatique. Et ça, il faut l'user, il faut l'arracher. Et à partir du moment où on veut passer ce cap, à ce moment-là, le pneu reprend de la stabilité et reprend de la performance. Donc il y a une phase intermédiaire de l'intermédiaire, si j'ose dire. Il y a effectivement cette phase donc que vous êtes obligé de prendre en considération, parce que
quand vous repartez avec les inters et que vous voyez bien que c'est gras et que ça lève quasiment plus de flotte, donc ça veut dire que le pneu va surchauffer, il va y avoir cette période de graining. On l'a vu avec Lewis, il a perdu 3-4 secondes par rapport aux autres. Et puis après, il y a ce moment qui est extrêmement difficile à juger, parce que des situations comme celle-ci, il n'y en a pas tout le temps. Non. Donc, même si vous faites des essais, vous n'avez pas toujours ces conditions-là, c'est pas toujours le même circuit, c'est pas. Donc, je pense que pour les teams, et même pour Pirelli, c'était une inconnue. Et donc, Lewis, que ce soit les deux qui ont vraiment tenté et qui ont été très tentés d'aller au bout avec ça, ça a été Leclerc et Hamilton. Voilà, et Ocon, donc, il l'a fait. Mais et on y Ocon, reviendra qui tout lui à l'heure. l'a fait. Voilà, mais ouais, bon, okay. faut dire qu'il avait quand même pas la même chose à jouer, pas le même niveau de perfo. Mais en tout cas, Leclerc-Hamilton, à un moment donné, et j'ai envie de dire 3-4 tours avant de s'arrêter, le pneu se stabilise et que finalement, même s'il perd 2-3 dixièmes au tour, ça fait toujours pas la rue Michel avec le temps que vous allez perdre à vous arrêter, changer de pneu et repartir. Et vous tapez les 3-4 secondes de graining. Donc c'est sûr que les pilotes dans la voiture, l'un qui est en train de mener le Grand Prix, l'autre qui est troisième, qui se dit là je suis en train de faire une bonne opération, je peux peut-être pas tirer mieux mais je signe, je peux peut-être le tenir. Alors il n'a pas la vue globale et le lap time de l'ensemble de tout le monde. Mais c'est vrai que on pouvait jusqu'à 5-6 tours de l'arrivée, on pouvait tout à fait imaginer que Hamilton puisse tenir suffisamment le pace. Finalement, Mercedes lui ordonne de revenir en fait. C'est ça, on le sait maintenant. Ils lui ont dit tu reviens. Oui. Et alors, il s'est exécuté. Là où on n'aura pas la réponse. Et je pense que Pirelli l'a aujourd'hui, ce matin, parce que après le Grand Prix, il y a l'analyse des pneus, il découpe le pneu, il regarde les épaisseurs de gomme, il regarde la structure du pneu et toute une analyse est faite. Mais sur le moment même, finalement, il y a deux paramètres qui ont déterminé. C'est à un moment donné, le pneu il s'écroule. Et on voit qu'Hamilton, à un moment donné, il prend une seconde et demie au tour, il se bat comme un chien. Lui, il voit bien qu'il est moins vite, mais il trouve ça très supportable, mais il connaît pas le rythme des autres. Et là, les autres, on voit bien que quand ils ont passé ce moment de graining, un Sainz roulait 1 seconde et demie plus vite, 2 secondes plus vite au tour. Donc c'était pas tenable. Mais ça, c'est venu quand même, franchement, très soudainement. Et donc là, Mercedes, zéro doute, ils se sont dit là, ça va être compliqué. Et là, il risque de toute façon de terminer 5, voire même 6. Parce que Norris était en train de pousser fort aussi de son côté. Et puis, il y a, je pense, vraiment le paramètre, et je pense qu'on n'aura jamais véritablement la réponse, parce que c'est de toute façon généralement des paramètres qui restent confidentiels au grand public, mais c'est combien de gomme il reste sur l'intermédiaire. C'est qu'à un moment donné, c'est certain que Mercedes avait à prendre en considération la possibilité que le pneu ne tienne pas jusqu'au bout. Et alors là, si Hamilton explosait un pneu et devait finir le tour au ralenti, et là finissait P15, là il avait tout perdu. Donc à un moment donné, je pense qu'il y a un effet de levier. Mais t'as raison Tristan, pourquoi ? Parce que chez Renault, enfin chez Alpine, pardon, Ocon l'a dit, je crois pas que j'aurais pu tenir un tour de plus. Le sous-entendu, mon pneu éclaté. Parce qu'il y a un moment donné, il y a plus de gomme sur le pneu. Donc vous êtes à la toile. Une fois que vous êtes à la toile, là ça devient compliqué parce que là le circuit commençait à avoir des trajectoires sèches et on voyait qu'il y avait quand même une partie qui devenait de plus en plus importante, peut-être 20, 30, 40% du circuit commençait vraiment à être sec à la fin. Et là, quand vous commencez à rouler sur la toile, non seulement il y a l'adhérence, mais le pneu vous l'explosez, surtout avec les niveaux de charge et la vitesse qu'ils ont en ligne droite. Donc ce paramètre-là, c'est certain que Mercedes à un moment donné ont mis ce paramètre dans l'équation. Et de se dire là, ok, ça peut peut-être aller au bout, et finalement, au bout du bout, ça va peut-être s'équilibrer. S'il reste en piste avec ce niveau de perfo-là, allez, il va sûrement faire 5 peut-être, ou peut-être faire 4, mais le niveau de risque de rester en piste et d'exploser un pneu parce qu'il y avait tout simplement plus de gomme, parce que ces pneus sont pas faits pour rouler sur du sec pendant un Grand Prix complet, c'est-à-dire 55 tours. Pirelli n'ayant pas la réponse, et sûrement que Pirelli, par l'expérience et l'état des pneus des autres, sont allés voir Mercedes en disant là, gros risque. Et à un moment donné, Mercedes ont dit ok, désolé, on pite. Il y a une décision à prendre, soit c'est 3, mais ça se trouve on perd tout en 10 secondes, soit c'est 5 et on a assuré le minimum. Exactement. C'est ça, et ils ont assuré la 5e place. Et pour moi, c'est obligé qu'il y ait eu ce paramètre-là. Parce que sinon c'est vrai que de l'extérieur,
de l'extérieur, si on prend pas en considération ça n'a pas de sens. Ouais. Même Leclerc. Ouais. Alors, il y a un niveau de perfo où on voyait bien que Leclerc, à un moment donné, c'est pareil. Soudainement, ça s'est écroulé. Oui. Et là, il prenait 2 secondes au tour. Et là, c'était sûr. De toute façon, il jouait plus la victoire. Mais c'est vrai que de l'extérieur, on se dit, lorsque tu passes le cap des 7-8 derniers tours, tu te dis, mais là, ça a plus de sens de s'arrêter. Oui, c'est ce qui s'est passé pour Hamilton. Là, faut aller au bout. Et c'est vrai que c'était le choix, eux, dans la voiture. C'était clair pour le pilote. Oui. Après, quand on prend en considération ce qu'on vient de dire, avec la possibilité probablement, franchement forte, d'exploser un pneu ou que le pneu ne tienne pas, donc là, vous avez tout perdu. Là, c'est 15 dans le meilleur des cas, parce qu'il faut rouler au ralenti. Non, a posteriori, ça semble facile. Fallait la jouer safe, entre guillemets, façon un peu Bottas et Verstappen. On s'arrête après Ricciardo, avant la fin de la course, et même si on perd dans un premier temps de la position, au bout du compte, on a de quoi aller au bout sans problème. Là où Hamilton et Leclerc, effectivement, de par leur position et leur situation respective, étaient confrontés à un pari. Oui. Voilà. Oui, mais je pense que c'est aussi quelque chose qui a fonctionné. C'est qu'Hamilton, en ayant cette stratégie-là, bloquée par Pérez, il a souhaité faire plusieurs tours pour se retrouver, créer l'écart avec Pérez et se retrouver devant lui. Alors oui, il l'a fait pendant les 3 tours où Pérez a pris du graining. Oui. Sauf qu'une fois qu'il avait passé ce cap-là, et à un moment donné, de toute façon, il avait plus le temps de faire quoi que ce soit avec les interneufs. Donc c'était un moment bâtard où sportivement, fallait rester en piste. Mais tactiquement, fallait pas. Il aurait fallu s'arrêter comme les autres. Mais bon, c'est facile à dire. Mais je suis convaincu maintenant. Alors, soit ils auraient la conviction que le pneu pouvait terminer le Grand Prix, auquel cas peut-être qu'il resterait, mais j'en suis même pas sûr parce qu'il perdait beaucoup. Ou alors il s'arrêtait au même moment que tout le monde. Et là, à la régulière, d'aller doubler Pérez et d'aller chercher. Non, mais le fait est que cette 5e place d'Hamilton apparaît comme un échec, alors que sur le papier, c'est quand même 6 places de gagner par rapport à sa position de départ, puisque donc il y avait cette histoire de pénalité, il partirait quoi qu'il arrive, plus 10 places par rapport à sa qualif, donc meilleur temps des qualifs, il est parti 11. Toi comme moi, j'imagine, on se supputait un peu des paris, c'est évident qu'il avait de quoi revenir dans le top 5, ça c'est sûr, et podium sans doute. Et c'est vrai que du coup, 5, c'est un échec, entre guillemets. C'est tout juste assez, quoi. Surtout partant en milieu de grille. On a forcément comme référence un Verstappen qui est parti dernier, qui fait 2. Tout à fait. Donc, c'est vrai qu'à 15 jours d'intervalle, les circonstances sont quand même plus favorables pour Hamilton. Et finalement, il ne fait que ça. Red Bull a mieux capitalisé et Verstappen a plus marqué. Donc, c'est vrai qu'ils s'en sont pas sortis comme, à mon avis, le plan était prévu de base. Tout à fait. Alors, cette dernière question quand même pour toi, Tristan, pilote. Je rappelle, mesdames et messieurs, si tant est que vous ne le saviez pas, que ce monsieur a gagné le Grand Prix de Macao F3. Il a fait une pole World Champ Car, il a été sur le podium du Mans, il fait des podiums en ELMS encore maintenant. Enfin bon, c'est un pilote super pro, quoi. Le dimanche. Voilà. Non, ou le dimanche où tu brilles. Bon, voilà. Toi, pilote. Toi, te mettant forcément dans un baquet, puisque tu es encore régulièrement dans un baquet. T'imaginons à Istanbul, quand tu regardes ces Grands Prix, tu es obligé d'avoir des réflexes de pilote. Qu'est-ce que tu aurais voulu faire hier? Tu aurais voulu effectivement aller au bout sans t'arrêter? Tu te serais honnêtement dit que c'était pas possible d'avoir un slick au bout d'un intermédiaire qui devienne un slick? Ce circuit d'Istanbul, en plus, tu le connais, par rapport à ce que tu connais de lui, ses caractéristiques, ce crachin qui ne s'en va pas, qui reste permanent. On était dans quelle configuration hier? Un truc de dingue, un truc compliqué, un truc au contraire où il fallait la jouer très 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 modeste. Comment? Non, c'est une piste. Alors c'est une piste quand même qui a été un peu atypique parce que il y avait un éventuel crachin effectivement dans quelques virages, mais de manière générale, on a pu voir que le circuit a mis très longtemps à sécher. Et d'ailleurs, il a pas séché. Non, je suis d'accord, il a pas séché. Il a séchoté. C'est devenu du mouillé, du gras, c'est resté gras très longtemps. Et de toute façon, il y a un moment donné, même si une trajectoire sèche dans les tout derniers tours, on pouvait effectivement voir que il y avait probablement possibilité dans les quelques derniers tours d'aller mettre du slick. Sauf que de toute façon, vous en faites rien parce que cette possibilité du slick, déjà, elle est avortée du fait que
vous pouvez pas doubler. Déjà là, il y a une trajectoire qui est extrêmement serrée, qui est la trajectoire de la voiture. Si à un moment donné vous voulez doubler, faut vous écarter et vous mettre dans le mouillé. Et dans le mouillé avec du slick, c'est plié l'histoire. Donc le slick était pas envisageable. Après l'intermédiaire, encore une fois, humainement, il y a un cap. Enfin, quand dans la voiture, et j'en suis quasiment certain. Et d'ailleurs, on le voit avec Leclerc, encore une fois, avec Leclerc et Hamilton. Ocon, c'est un autre sujet. Ils n'avaient pas du tout les mêmes enjeux. Mais Leclerc et Hamilton, ils ont senti qu'ils avaient passé le cap. Ils ont senti qu'à un moment donné, le moment butoir de prendre la décision de dire on s'arrête ou on continue, les deux l'avaient passé. Ouais. Et tu le sens dans la voiture. Et à un moment donné, tu vois bien, tu sais comment il reste de tours. Tu as le décompte sur ton dash, tu as tout, tu vois bien. Tu te dis là, je m'arrête, c'est mort. Je sais que je vais prendre du graining parce qu'ils le connaissent par cœur. Je vais prendre du graining, de machin, ma course est mort. Ma position va globalement être figée au moment où je vais ressortir du box. Donc évidemment, humainement, je pense que ma réaction aurait été la même qu'eux. Soit tu te dis, tu te sens fort et à la régulière, tu te cales sur la tête de la course et tu dis bon, on s'arrête au même moment et à moi de faire la différence. Et il aurait peut-être pu le faire. Et je pense que après coup, je pense qu'il avait plus de chances à finir sur le podium, à fighter avec Pérez à la fin, que de faire ce qu'il a fait là. Ouais. Avec le drop de perfo qu'il y avait dans les derniers tours de l'intermédiaire, qui vraiment... Il a ce drop, pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de gomme sur le pneu. Et c'est à mon avis, ce qui a fait peur à Pirelli et à Mercedes pour dire là, c'est un peu vous jouez très gros là. Ouais. Donc Mercedes, à mon avis, à juste titre, quitte à ce qu'il soit critiquable aujourd'hui, de dire à 5 c'est nul. Et qu'on ait perdu 5 points. Oui. Au moins il a marqué et il finit 5. Voilà. J'aurais probablement eu le même état d'esprit à partir du moment où tu passes ce cap et que tu sais qu'il reste même pas 10 tours, qu'il reste 8 tours, tu te dis non mais là je vais au bout là. Ouais. Là je vais aller au bout puis je me démerde avec ce que j'ai. Mais en F1 là les écarts étaient trop importants et je pense que les équipes avaient raison et pour Leclerc et pour Hamilton. De l'arrêter. Bon, mais c'est ça qui fait la magie aussi de ces grands prix, de ces scénarios où des fois on est sur une corde raide, des fois il y a une option à prendre et puis c'est peut-être pas la bonne et puis il y a. Mais déjà ils ont été beaucoup plus loin que ce qu'ils pensaient, je pense. Ouais. Je pense que personne dans le top 5 ou même 6, personne envisageait d'aller aussi loin avec les internes. Ouais, tout à fait. Jusqu'à donc qu'il y en ait un qui fasse tout le Grand Prix sans s'arrêter, ce qui est donc une rareté en F1 depuis plein d'années. Pas un pilote ne s'est pas arrêté depuis 91, 97. Alors moi j'ai eu 97, salaud, dans un Grand Prix qui s'était pas arrêté, effectivement. Il y a toujours des circonstances qui expliquent, mais là, effectivement, Ocon l'a fait. Bon. Ça lui a pas vraiment servi. C'est bien pour les statistiques, et pour Pirelli peut-être, parce que ça leur sert d'expérience, mais en perfo sportivement, ça lui a rien apporté. Encore une fois, pour les raisons qu'on a évoquées là, je pense qu'il a fini le Grand Prix à l'agonie complet. Et il n'était pas mécontent d'avoir un tour de moins à faire d'ailleurs. Il était à un tour et ça s'est arrêté tout de suite parce que sinon, Si on passe en revue, Tristan, un peu le résultat et quelques faits de course. Ocon qui marque un point quand même. Après tout, bravo à lui pour Alpine. Alonso qui n'en marque pas. Alonso qui a vu sa course ruinée dès le début avec ce micmac au premier virage avec Gasly qui était pris en sandwich. Alors, finalement, Pierre s'est bien refait puisqu'il termine 6, mine de rien, derrière Hamilton. Et puis, on a bien vu en fin de course qu'il était même pas loin du tout. Lui, il a rien perdu dans la manœuvre. Finalement, il a rien perdu. Bon. Mais même Alonso a dit que la pénalité était trop sévère. Il a été plutôt fair play en disant que c'était un incident de course et qu'effectivement, Pierre pouvait pas faire mieux. Bon, toi, t'as un avis ? Non, Alonso trop sympa pour le coup ? Non, je dis pas ça, mais bon, Pierre s'écarte très largement. Il est vrai. Ce qui est tout à fait vrai, c'est que il est entre deux autos. Maintenant, au moment où il est au contact avec Alonso, il y a pratiquement 2 mètres entre sa voiture et celle de la gauche. Et celle de la gauche. Je sais plus qui c'est. Qui était une Honda, je crois. Mais, donc je pense que là, je me demande si c'était pas Pérez. Bah oui, c'est ça. Je crois que c'était Pérez. Bien sûr, oui, t'as raison. Là, il y avait un peu de marge. Alors, peut-être qu'il était en sous-virage. Et évidemment, il a vu Alonso venir. Je pense qu'il a tiré les freins, il a laissé de la vitesse et ça l'a emmené. Et c'est tout à fait compréhensible. Après, la touchette, mais bon, évidemment, quand c'est détrempé comme ça,
la moindre touchette, surtout sur du latéral, ça emmène l'auto. Donc il n'y a aucune volonté évidemment de Gasly, aucune volonté d'Alonso d'aller revenir, fermer la porte ou que ce soit. Je pense qu'effectivement c'était de l'ordre du fait de course, mais encore une fois c'est l'éternel débat, des pénalités qui tombent à tir-larigot. Autant, j'ai envie de dire, autant la pénalité qu'a pris Alonso après pouvait se justifier parce qu'il a un peu crié banzai en arrivant là-dedans, que Gasly au départ comme ça, qui prenne une pénalité, après c'est hors choix, c'est comme ça. Ça a été jugé, comme ça. Non, dans les comparatifs qu'on peut faire aussi entre coéquipiers, on est revenu à une situation qu'on a longtemps connue cette année chez McLaren. Paradoxalement, j'ai envie de dire, parce que tout le monde sait que c'est bien Ricciardo qui a gagné le Grand Prix pour McLaren cette année, mais là, il y a encore un écart abyssal entre Norris d'un côté et Ricciardo de l'autre. Hein. Bon, on l'a déjà dit pas mal de fois depuis le début de l'année, là c'est revenu, Norris était clairement au-dessus de Ricciardo, il fait 7 à la fin, il fait un Grand Prix plutôt solide. Oui, Norris a été égalé lui-même. Alors c'est vrai que finalement quand même, alors je pense qu'en course, le rythme des deux pilotes était assez similaire. Alors après évidemment il y en a un qui était en fond de grille et Norris qui était 6, 7, 8 pendant tout le Grand Prix. Maintenant je dirais que c'est plutôt d'ordre général, les McLaren étaient assez décevantes. Là où elles nous ont prouvé depuis le début de l'année, et Norris particulièrement dans des conditions difficiles comme ça, de faire la différence et de jouer dans le top 3. Là on a vu que c'était très compliqué, très honnêtement. Même Norris serait parti en tête, il serait pas resté en tête parce qu'il n'avait pas la capacité de tenir le rythme, je pense. D'ailleurs à un moment donné on pense qu'il va mieux résister à Hamilton, là où Tsunoda a réussi à résister à Hamilton, c'est vrai, il s'est mis en évidence Tsunoda. Mais Norris, lui, non, il cède tout de suite face à Hamilton. Non, ça ne l'a pas fait. Alors, ça ne l'a pas fait. C'est vrai que c'est un sujet qu'on a vu apparaître, mais qui peut en être un. C'est la perfo du moteur Mercedes qui, effectivement, quand même. Après, on peut pas juger parce qu'on n'a pas les charges aéro des autos. Donc, c'est très facile de dire, le moteur, il marche mieux. Mais bon. Il n'empêche que, faut avouer que le moteur en ligne droite, le Mercedes, je sais pas ce qu'ils y ont fait, en tout cas il marche. Là où il y a un ou deux Grands Prix, honnêtement en ligne droite, Mercedes avait une lacune. Et on a vu plusieurs fois Hamilton attaquer les McLaren ou Ricciardo, ou quand il se mettait à côté, impossible d'aller plus loin. Là vraiment il y avait... ils semblent, en tout cas, encore une fois, on n'a pas les valeurs chiffrées et c'est toujours facile de faire des conclusions comme ça, mais en tout cas, en ligne droite, le moteur Mercedes a l'air d'avoir fait un gros step, ce qui sera, je pense, un gros avantage pour les Grands Prix à venir, parce que d'avoir ce surplus de chevaux à haut régime et en top speed comme ça, ça va leur permettre de rouler plus chargé que les autres. Et d'utiliser le DRS et d'aller d'user moins les pneus parce que vous roulez plus avec plus de charge. Le DRS vous permet justement de libérer ça et d'avoir une vitesse de pointe incroyable. Donc je pense que ça peut être franchement très intéressant pour la fin du championnat. Si ce niveau de perfo du nouveau moteur, enfin en tout cas de l'évolution moteur de Mercedes se confirme, c'est quelque chose qui peut faire la différence pour la fin de la saison. Mais justement, ça sera notre thème de conclusion dans quelques instants sur cette fin de saison qui approche. La dernière question sur le Grand Prix en lui-même hier, c'est vrai que celui qui a un peu crevé l'écran dans le premier tiers de course, c'est Carlos Sainz. Il y avait Hamilton qui nous faisait une belle remontée, parce que c'est vrai quand il va doubler quand même Tsunoda, tout ça, c'est pas mal. Mais quelque part, c'était attendu. Sainz, j'avoue qu'il m'a surpris à remonter aussi vite et aussi magistralement. Grosse baston. Sainz a très 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 bien roulé. Très bien roulé. Et bon, encore une fois, généralement ça va de pair. Et bon, il peut y avoir des gros écarts comme on le voit de temps en temps avec des équipiers, mais en tout cas la paire Leclerc-Sainz est quand même très équilibrée. Quand même depuis le début de l'année. Je pense que là, c'est une énorme chance de Ferrari, non seulement d'avoir deux équipiers qui ne se sont pas encore tapés dessus, et deuxièmement, d'avoir un niveau de perfo quasi égal avec deux garçons de très très haut niveau comme ça. C'est un énorme avantage sur lequel Ferrari a intérêt de capitaliser et d'avancer. Et j'ai envie de dire que finalement, c'est vraiment l'écurie
qui est pas au niveau des deux pilotes. Mais les Ferrari en tout cas, ont montré, que ce soit avec Leclerc, qui avait un excellent rythme, hein, à un moment donné il a recollé Verstappen, donc lui il s'est jamais fait distancer par Verstappen. Donc les deux Ferrari franchement ont montré que elles fonctionnaient sur ce circuit-là, dans cette circonstance-là, mais en tout cas toute la semaine ils ont été performants. Donc les deux Ferrari sont performantes, et Sainz a prouvé encore une fois qu'il était très fort. Alors Tristan, pour conclure, donc il ne reste plus beaucoup de Grands Prix, et depuis hier, forcément, Verstappen a repris la tête du championnat avec 6 points d'avance sur Lewis Hamilton. Alors, je vais te prendre un témoin parce que tu n'écoutes peut-être pas tous les épisodes de l'Afterlap ou mon talk vidéo que je fais avec l'ami Maxwell Pilote sur la chaîne YouTube, soit de Maxwell Pilote, soit de l'Afterlap, qui s'appelle Green White Checkered, qui est un talk audio et vidéo qu'on fait aussi régulièrement. Moi, ça fait plusieurs numéros que je dis que Verstappen sera champion du monde. Alors voilà, je mouille. Pourquoi je dis ça ? Pas parce que je crois que Mercedes est largué par Red Bull ou qu'Hamilton n'est plus au niveau. Bien au contraire que non, je dirais. Mais je constate quand même que depuis le début de l'année, dès que Verstappen pourrait perdre du terrain, chez Mercedes, on n'arrive pas à capitaliser pour justement recreuser du terrain. Alors il y a l'exemple de Bakou. Verstappen se loupe, et puis au restart, c'est Hamilton qui va se planter. Là, c'est clair qu'il a loupé une occasion. En Russie, par dernier, Verstappen arrive à faire 2, là où effectivement, ça capitalise très bien. Hier, encore un exemple. Verstappen ne pouvait pas espérer mieux que 2, et pouvait pas espérer mieux que, à la rigueur, que chez Mercedes, on se plantouille et qu'on ne termine que 5. Donc je trouve que ça commence à s'accumuler, le fait que Verstappen soit toujours en fait en lice pour le titre de champion du monde, et je veux voir là un petit soupçon de réussite qui lui tend les bras et qui va faire qu'il va être champion du monde 2021. Voilà, je le dis, je respecte énormément Hamilton. On a tous peut-être une petite part où on aurait envie que ça change un petit peu. On analysera ça froidement, pas de partialité, mais moi je pressens quand même que les planètes s'alignent quand même pour que ça tombe du côté de Verstappen. Bon, tout ça pour dire qu'il y a 6 points d'avance pour Verstappen après ce Grand Prix de Turquie. Est-ce que tu sens qu'effectivement Austin, Mexico, Interlagos, Sakir, Abu Dhabi, tout ça, ça serait favorable à Mercedes plutôt ? Tu sens ça comment toi ? C'est très difficile à dire. Ah oui. Très difficile à dire. C'est là où je pense que l'évolution moteur, ça peut être aussi quand même ça peut jouer au petit avantage qu'il peut y avoir sur le moteur, sur le châssis. Est-ce que ça va plus correspondre à la Mercedes ou à la Red Bull? Franchement, c'est impossible. Ouais. On a plus vite fait. Enfin, oui, moi, non, ou alors c'est des sensations comme je viens de te l'exprimer. Voilà. Après, oui. Ce qui est vrai, enfin, j'ai envie de dire. Tiens, un autre exemple, Belgique, un Grand Prix où on donne la victoire à Verstappen, parce que ça, on en a suffisamment parlé, c'était pas normal, mais le fait est qu'on lui a quand même donné la victoire, il a quand même là aussi repris des points. Absolument. Tu vois, il y a beaucoup d'éléments, je trouve, qui quand même vont un peu en sa faveur. Ce qui est vrai, c'est que l'équipe en général, le team Red Bull, et plus particulièrement avec Verstappen, ils sont très forts dans les pit stops. C'est quand même, j'aimerais bien voir la moyenne des pit stops de Verstappen depuis le début de l'année. C'est très impressionnant. Ouais, hier c'était encore parfait. J'ai rarement vu un pit stop sur Verstappen de plus de 2,5. Quasiment jamais. Et là encore, ils ont fait 2-3, je crois. Donc, malgré la nouvelle réglementation, c'est toujours un peu mieux. Et c'est vrai qu'il y a très très peu de fautes. Verstappen fait pas de fautes. Et c'est ce qui peut faire effectivement ce côté, c'est de la broderie à l'anglaise un peu, et on sent la perfection et l'extrême, l'extrême concentration de l'équipe de Red Bull, qui est dans une position, on sent la position du challenger, où ils cherchent la perfection, ils gèrent pas trop, ils sont là au maximum, le gamin il se met au maximum, il a le talent, il fait pas d'erreur, et le team est à 100%. C'est vrai que s'il y a un avantage à donner un peu sur une multitude de détails qu'on voit faire, il y a un moment donné, Red Bull, ils sont un peu mieux, c'est un peu mieux, un peu moins d'erreurs, un peu, c'est le petit clic de plus. C'est peu, et après, ce sera peu de choses par rapport, quand même, malgré tout, aux évolutions qu'il peut y avoir techniques, et les moyens que mettront les équipes, et évidemment, je pense à Red Bull et Mercedes, pour aller chercher le dernier dixième qui fera la différence
pour le pilote et d'aller gagner le Grand Prix ou de finir deuxième. Ouais. Et ça, le moteur, et j'insiste là-dessus parce que c'est vrai que c'était assez flagrant, alors qu'ils n'avaient pas le DRS. Ouais. Le moteur Mercedes, il se confirme aussi performant que ça. Ça peut faire la différence. Un sacré avantage pour Hamilton à la fin. Sûr. Après, je suis d'accord avec toi. Et moi, d'un point de vue sportif et humain, on a déjà fait un numéro sur le sujet et j'ai dit ce que j'en pensais. Et je pense que c'est l'année, personne ne pourrait en vouloir à qui que ce soit et ce ne serait pas volé que Verstappen ce soit son premier titre mondial. Je pense que ça fait un moment qu'il le mérite, donc ce sera pas du vol. Voilà, tout à fait. Mais si Hamilton est champion du monde, ce sera pas du vol non plus. Non, voilà, exactement. Voilà, des petits feelings au moment M. Enfin, c'est sûr que si au prochain Grand Prix, il y a 25-0 pour Hamilton, qu'effectivement, hélas, Verstappen a dû abandonner et qu'Hamilton gagne, on sera les premiers à penser que là, ça sera la différence. Peut-être bien sûr. Le moindre erreur coûtera très très cher. Voilà. Mais de toute façon, ils arrivent à s'équilibrer à chaque fois puisqu'ils sont à 1 ou 2 points, 6, bon, c'est vraiment rien quoi. Si ça devait tomber à 25 d'un coup là, je pense que ce serait fini. A priori. Bon. Oui, mais bon. Qui nous dit qu'il y a eu 2 accrochages entre les deux. Il y a un moment donné quand ils vont voir les 3 derniers Grands Prix. Là, ça va commencer à bouillir dans les casques. Non, mais on vit quand même une saison assez exceptionnelle où peut-être que les Grands Prix sont pas toujours aussi géniaux qu'on l'espérait. Ça a été le cas hier, soyons francs. Tout était réuni, on l'a dit, pour un Grand Prix super et finalement ça a été un peu... c'était pas fifou. Chacun était un peu à sa position et s'il n'y avait pas eu cette histoire de pneus et de micmac, appelons ça comme ça chez Mercedes, il n'y aurait pas grand chose à dire. Mais quand même, la situation reste d'une exceptionnelle tension et d'une rivalité fabuleuse. Ça fait des années qu'on n'a pas eu l'opportunité d'avoir ce niveau-là, que ce soit entre les écuries. Et encore, on parle même pas d'une ou 2 écuries. Là, il y a quand même McLaren qui vraiment fait le trouble fait, avec une ou 2 derrière quand même, et AlphaTauri qui sont vraiment à l'affût. Donc franchement, je suis d'accord avec toi. On vit une saison rarement vue ces 20 dernières années. Tout à fait. Bon, ce sera le mot de la fin, Tristan. Sachant qu'évidemment, on compte sur toi pour nous accompagner jusqu'à cette fin de saison. Alors, en fonction de ton planning et d'une autre, mais enfin, là, il reste 6 Grands Prix. Je pense qu'on arrivera à se voir 4 fois au moins d'ici la fin de saison. Et de toute façon, on va accompagner ça. Je vous remercie beaucoup de votre attention et de votre fidélité. Donc, l'Afterlap, le podcast du sport auto. En audio, ça ne change pas. Sur www.afterlap.com et toutes les plateformes usuelles. Et puis, vous avez vu que le pli a été pris depuis bien longtemps maintenant. Il y a une déclinaison vidéo à chaque fois. Donc, voilà. Tristan était là en live ou presque. Et puis donc après on fait un petit montage et on vous présente ça sur la chaîne YouTube l'Afterlap. Tristan, alors tu pars à Portimao la semaine prochaine pour la dernière manche LMS. On rappelle que tu as fait une magnifique prestation la dernière fois à Spa, pardon, j'allais dire Monza, mais pas du tout, c'était à Spa où tu as pris la 2e place avec l'équipe Duquesne. Bravo. Merci. On l'avait dit, mais là je te redis publiquement. Merci. On court après depuis un moment. Et donc, tu crois que tu pourrais enchaîner sur la lancée à Portimao de Spa ? Probablement, il n'y a aucune raison pour que ça se reproduise pas. Après, le niveau, on le sait, est extrêmement relevé. Ça se jouera aussi à quelques détails, donc il nous faudra être extrêmement concentré et ne commettre aucune erreur si on veut rivaliser avec le top du top. L'an dernier, c'est United qui avait mis tout le monde d'accord. Cette année, c'est un peu WRT. WRT a vraiment fait un job. Est-ce que WRT est le nouveau United ? Enfin, je veux dire, est-ce qu'on peut dire... Non, je pense que United est toujours là. Maintenant, WRT a vraiment été très concentré et a réuni tout ce qu'il fallait et a su aussi et surtout mettre au point cette voiture et optimiser vraiment les nouveaux pneus, le châssis. Et ils ont un niveau de perfo sur l'ensemble du championnat, aux 24 heures du Mans évidemment, on l'a vu, mais il y a un niveau de perfo, une constance que n'a pas United cette année, avec pas mal d'erreurs. Alors après, c'est des nouveaux pilotes, c'est des choix de pilotes, mais WRT ont fait une saison exceptionnelle. Donc il y a un état de grâce un peu autour de l'équipe, même en GT. Ils ont fait tout ce qu'il fallait, et ils ont les moyens, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont tout réuni pour gagner ce championnat et ils l'ont gagné. Voilà, bravo à eux, mais bravo aussi à toi et à ton équipe week-end.
pour cette belle performance de Spa, et donc on te souhaite plein de bonnes choses pour cette finale de Merci Portimao en ELMS, et on te retrouve donc le plus vite possible, dès que ce sera possible en tout cas, ça c'est sûr, sur un nouvel épisode de l'Afterlap, le podcast sur Sport Auto. Salut Tristan, à bientôt, ciao.